La ville martyre, c'est le triste sobriquet que s'est mérité la ville de Kharkiv depuis le début de l'invasion en Ukraine. Au nord-est de la deuxième plus grande cité d'Ukraine, ce qui reste du quartier de Saltivka illustre bien d'où le surnom est venu. Situé à moins de 40 km des frontières de la Russie, l'immense complexe résidentiel de Saltivka a été frappé avec acharnement dès les premiers jours de l'agression russe. On pourrait se dire qu'il ne reste plus qu'à raser ce qui tient toujours ici. Ce serait une grave erreur, croit cet architecte. This is memory, new memory. Pour moi, c'est la mémoire, dit-il. C'est une mémoire nouvelle de la dernière année, de la guerre. Si on détruit tout, on détruira aussi la mémoire. Maxime Rosenfeld est historien et architecte. Encore aujourd'hui, il mène des tours guidées de la ville où l'histoire est racontée à travers les édifices qui y sont érigés. Au cours de la dernière année, il a beaucoup réfléchi à l'avenir de sa ville natale. Maxime est l'un des quelques architectes de Kharkiv dont la vision a été retenue pour élaborer un immense projet pilote de reconstruction de la ville, chapeauté par les Nations unies. Kharkiv is frontier city, not present day. Kharkiv est une ville frontière, pas que maintenant, mais depuis 300 ans. La conception d'un plan directeur a été confiée à la fondation Norman Foster, un architecte britannique dont la réputation pour la restauration résolument moderniste d'édifices et d'infrastructures historiques n'est plus à faire. Selon le plan, Kharkiv deviendra une ville du futur modèle, avec des espaces consacrés à l'innovation technologique, à la recherche scientifique, avec des espaces verts et des transports écologiques. Kharkiv est une ville très ambitieuse, dit son maire. Nous avons de grands projets et quand nous nous fixons des objectifs, nous n'avons d'autre choix que de les atteindre. À Kharkiv, près de la moitié des écoles sont détruites. Une cinquantaine d'hôpitaux ont été endommagés et encore 150 000 résidents qui ont vécu un moment dans les bouches du métro sont encore sans abri. Le cœur historique de la ville n'a pas été épargné. Les roquettes et les missiles ont frappé jusqu'à l'édifice centenaire de l'administration de la ville. Pour reconstruire l'ensemble de l'Ukraine, ce qui est clair, c'est qu'il faudra des sommes colossales. En mars dernier, la Banque mondiale estimait qu'il faudrait au moins 555 milliards de dollars canadiens. La compétition entre les villes ukrainiennes pour attirer des investisseurs sera féroce. Le maire de Kharkiv, Ihor Tererov, estime avoir besoin de près de 14 milliards de dollars pour reconstruire et réinventer sa ville. Il est en pleine campagne de séduction auprès du secteur privé. Pas question d'attendre la fin de la guerre avant la première pelletée de terre. Parce que les habitants de Kharkiv reviennent à la maison, dit-il. Les citoyens doivent voir aujourd'hui leur gouvernement au travail et le monde entier qui soutient Kharkiv et l'Ukraine dans son ensemble. À Saltivka, les habitants de la ville n'ont pas attendu ni la fin de la guerre, ni les grands projets de restauration pour recommencer à vivre. Les fenêtres des édifices ont été remplacées, on refait la brique pour affronter l'hiver. Au centre du quartier populaire, cette source d'eau ne tarit pas, un peu comme ses habitants. Mila connaît les ambitions de la ville et du consortium international, mais elle les voit comme des marchands de rêves. De quoi parle-t-il, demande-t-elle. C'est ridicule. Est-ce que je vais aller en prison pour ça? C'est ce que je pense. Encore la veille, elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Les missiles pleuvent de nouveau sur la ville. C'est impossible de vivre comme ça, dit Ludmila. Ils vont refaire leur force en prenant une pause et vont nous pilonner de nouveau. Et ils vont refaire une pause. C'est quoi ça? C'est une vie? Il faudrait d'abord finir cette guerre, dit Ludmila. Mais comment? Attendre de désoccuper tout le territoire de l'Ukraine, selon moi, ce n'est pas réaliste. Aussi emballé soit-il par la transformation de sa ville, dont il rêve, Maxime ne croit pas plus qu'il soit temps de reconstruire. Mais il ne faut pas avoir peur d'embrasser l'avenir, de repousser les frontières. Dangerous territory, but it's very magic territory. C'est un territoire dangereux, mais magique à la fois. Il y a 200 ans, dit-il, c'était un autre type de frontière, celui des universités comme à Boston, aux États-Unis. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle frontière, celle de la science, celle des gens qui rêvent d'une nouvelle voie vers l'avenir. Un avenir qui se souviendra de son passé et saura en tirer des leçons, peut-être même avec des voisins qui pourront en faire autant. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Kharkiv.